Et nous commençons donc comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. On fait un petit retour en arrière rapide. Le 14 mars dernier se tenait un vote au Parlement européen en ce qui concerne la réglementation MiCA, Market in Crypto Assets. Un amendement dans cette réglementation visait à interdire les crypto-monnaies qui utilisaient la technologie de Proof of Work au motif que ces technologies sont trop polluantes. Cela concernait directement le Bitcoin, mais pas que, d'autres crypto-monnaies également. Finalement, l'amendement a été rejeté. Mais cet amendement pose une vraie question sur le niveau de connaissance des parlementaires européens vis-à-vis des crypto-monnaies. Dire que le Bitcoin est anti-écologique revient à regarder finalement ce sujet avec un biais certain. Mais est-il pour autant écologique? Quel est son impact réel sur l'environnement? Il est très possible, je ne vous le cache pas, qu'on vous réponde « je ne sais pas » à la fin de cette émission, mais en tout état de cause, nous allons tenter de comprendre d'où vient son affirmation et quel est son niveau de véracité. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexandre Stashchenko. Bonjour Alexandre Stashchenko. Bonjour. Bienvenue donc sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur blockchain et crypto chez KPMG France. On va commencer par l'affirmation. Le Bitcoin, scandale écologique. D'où vient cette affirmation, Alexandre Stashchenko? Elle provient majoritairement d'une double incompréhension. La première, c'est lié à son utilité, tout simplement, et la deuxième, c'est lié à son fonctionnement. Alors, pour détailler un peu sur la première, en réalité, la critique qui se focalise sur l'aspect écologique est une critique souvent qui sert de praticité pour les détracteurs du Bitcoin, dont la plupart d'ailleurs se sont trouvés un engagement écologique dans une pochette surprise il y a pas longtemps. D'accord, au moment où ils sont intéressés au Bitcoin. Mais en réalité, c'est pas tant une critique sur l'aspect écologique, une critique sur son inutilité. Souvent, ce qui va être dit par les détracteurs, c'est regardez, ça consomme beaucoup et ça sert à rien. D'accord. Et la réalité, c'est que c'est cette incompréhension de l'utilité qui permet en face de dire, puisque ça consomme et que c'est inutile, il faut vraiment l'arrêter. Donc ça permet de le comparer par exemple à d'autres industries. Les avions polluent, mais regardez, ça sert à transporter des personnes. Ça, c'est le point à la fin de cet argument-là, c'est effectivement de dire des choses qui polluent, il y en a partout sur la planète. C'est le principe même de toute activité humaine, c'est qu'elle va polluer à un moment donné. La problématique, c'est est-ce que derrière la société accepte la conséquence environnementale pour le bénéfice qu'on en tire. D'accord. Donc ça, c'est une première chose. Et souvent, typiquement, on mentionne des comparaisons du type le Bitcoin consomme plus que des pays X, Y, Z. On ne mentionne pas par exemple les comparaisons inverses. Par exemple, le Bitcoin consomme moins que les sèche-linges dans le monde. Le Bitcoin consomme moins que les guirlandes de Noël aux États-Unis. D'accord. Les guirlandes de Noël aux États-Unis n'ont pas une utilité formidable pour 95% de la planète. Pourtant, on ne vient pas faire cette critique-là, alors même que c'est plus polluant parce que ça consomme plus que Bitcoin. Donc il y a cette incompréhension fondamentale de l'utilité de Bitcoin qui, rappelons-le, est une monnaie incensurable, qui n'a pas besoin de passer par des banques pour fonctionner. Donc pour la moitié de l'humanité qui n'a pas accès au système bancaire, c'est quand même assez pratique. Ça permet de se protéger contre l'inflation, ça permet de faire des transactions internationales, etc., etc. Donc c'est vrai que pour le français moyen, qui a un système bancaire qui fonctionne bien et une monnaie stable, ça peut être difficile d'en voir l'intérêt. Mais quand on dézoome, on est au Liban, on est en Turquie, on est en Venezuela, on est en Argentine, on est en Russie ou en Ukraine en ce moment. On veut protéger son patrimoine. Le Bitcoin est une véritable alternative. Et donc là, on est prêt, entre guillemets, à faire le sacrifice de son impact environnemental pour son utilité. Alors là, effectivement, on traite de ce sujet-là en lien justement avec une réglementation européenne, donc avec un système financier qui fonctionne. Donc là, effectivement, on fait le lien entre impact écologique et utilité. Mais alors, si on se concentre vraiment sur le sujet écologique, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de dire que le Bitcoin est anti-écologique ou au contraire qu'il n'est pas si néfaste sur l'environnement, ou est-ce que c'est très compliqué de répondre à cette question? C'est très compliqué de répondre à cette question, ne serait-ce que parce que la réalité est toujours complexe et que donc c'est pas aussi simple que ça. Et donc ça, c'est la deuxième incompréhension que je mentionnais. Effectivement, c'est de l'incompréhension sur le fonctionnement. Souvent, par exemple, on va voir des comparaisons qui sont de dire Bitcoin, une transaction Bitcoin consomme tant, et donc c'est absolument pas efficace comparé à un Visa ou un Mastercard, par exemple. Mais ça, c'est une incompréhension totale de comment fonctionne le système. Premièrement, parce que Bitcoin n'est pas Visa, c'est-à-dire que Bitcoin, c'est un système complet. Bitcoin, c'est la monnaie, le système de paiement, un système de règlement de livraison finale, etc., etc. Visa, c'est un système d'autorisation. D'accord. Donc Visa sans l'euro ou sans le dollar, ça ne fonctionne pas. Visa sans les banques, ça ne fonctionne pas, etc., etc. Donc Visa est un chaînon d'un système financier complexe. Exactement. Bitcoin est un système financier. Donc on est en train de comparer des pommes et des poires, et donc forcément, ça donne un résultat qu'on souhaite à la fin. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose sur l'incompréhension liée au fonctionnement, c'est que en réalité, cette consommation d'énergie qui est nécessaire pour sécuriser le réseau, de la même façon que des serveurs bancaires sécurisent des réseaux et consomment de l'énergie, des coffres-forts sécurisent un réseau, etc. Cette consommation, elle provient d'entreprises ou de personnes qu'on appelle des mineurs et qui se retrouvent face à un business model
qui est de consommer de l'énergie, donc ils ont un prix de l'électricité très important, et en face, ils ont des revenus qui gagnent en général des bitcoins, si par exemple ils minent du bitcoin. Donc leur seule façon d'être rentable, c'est d'aller minimiser leur coût de leur énergie, puisqu'ils ne maîtrisent pas le prix du bitcoin, et s'ils le faisaient, ils seraient très contents. Mais en tout cas, ils ne le maîtrisent pas. Donc cette maîtrise du prix de l'énergie, ils vont s'appuyer sur un avantage compétitif majeur qu'ils sont le seul à avoir, c'est qu'ils sont géo-indépendants. Un mineur de bitcoin s'en fiche éperdument de là où il est. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être à côté d'une zone de consommation, il n'a pas besoin d'être à côté d'un centre urbain, il n'a pas besoin d'être à côté d'une plateforme logistique, un port, un aéroport, il n'a pas besoin d'être à côté d'une ressource naturelle, il n'a rien besoin de tout ça, il a besoin d'une prise électrique. Exactement, et même pas raccordé au réseau. D'accord. Il a juste besoin d'électricité. Donc il peut être sur un réseau indépendant, il peut être sorti du réseau global, etc. Il a juste besoin d'une prise électrique et d'une connexion Internet, évidemment. Et donc ça, cette caractéristique fondamentale va l'amener à chercher partout sur la planète l'énergie la moins chère. Très souvent, l'énergie la moins chère, elle est située dans des endroits qui sont isolés. Parce qu'il y a de l'énergie, mais il n'y a personne en face pour la consommer. C'est souvent, par exemple, des barrages hydroélectriques. Vous prenez la Sibérie, il y a des tonnes de barrages hydroélectriques, personne ne s'en sert parce qu'il n'y a personne sur place. Dans d'autres endroits, on a un problème d'œufs et de poules. Typiquement, quand on est dans une zone reculée ou dans des zones en Afrique, par exemple au Congo, on a moins de 10% de la population qui possède l'électricité chez soi. Bien sûr. Oui. Dans ces endroits isolés, en réalité, on a un problème d'œufs et de poules. C'est-à-dire que si on ne développe pas des barrages hydroélectriques, des énergies renouvelables, etc., en fait, on ne peut pas alimenter un réseau de distribution pour fournir la population en électricité. Mais le problème, c'est que tant qu'il n'y a pas de réseau de distribution, ça ne sert à rien de construire un barrage. Et donc, en fait, on reste dans ce cercle vicieux qui fait que les citoyens et les citoyennes, par exemple du Congo, en l'occurrence, là où travaille un mineur français connu, Sébastien Gouspillou, leur substitut à ça, concrètement, c'est d'aller couper la forêt vierge, puisqu'ils ont besoin de se chauffer et de manger. Et donc là, ce que vous dites, c'est que Bitcoin pourrait financer finalement du coup de... c'est le fait. Le fait aujourd'hui. Exactement. Sébastien Gouspillou, que je viens de mentionner, installe des fermes de minage au Congo pour pouvoir développer un réseau électrique en finançant des barrages. Et une fois que ce réseau électrique est développé, qu'est-ce qui se passe maintenant du coup, une fois que ce réseau sera développé, le mineur en question sera en concurrence avec des centaines de milliers de personnes pour la consommation de cette électricité. Donc l'électricité va monter son prix. Donc lui n'a aucun intérêt à être là, il va s'en aller. Sauf que lui aura accompli son œuvre, entre guillemets. Mais alors, il y a quand même des arguments pour ceux qui attaquent le Bitcoin sur son côté anti-écologique. C'est par exemple le fait que la Chine ferme ses fermes de minage au Bitcoin, justement, avec l'argument de dire c'est trop polluant parce qu'on utilise de l'énergie qui sort de mines à charbon, pour le coup. Encore une fois, c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que, par exemple, la source principale qui a servi au Parlement européen pour légiférer, pour tenter de légiférer sur le sujet, était une était quand même à 8 voix près. Donc effectivement, on a failli légiférer et interdire le Bitcoin. Cette source-là, par exemple, exemple parmi d'autres, sa méthode de calcul pour dire que le Bitcoin pollue, c'est de dire on regarde des pools de minage, donc des gens qui minent, on regarde leur adresse IP, chose qui déjà peut être fausse, puisqu'on peut passer par un VPN, on peut faire plein de choses, on peut contourner les IP. On le fait déjà pour regarder des séries, parfois en France, donc effectivement pour miner du Bitcoin. Et donc évidemment c'est déjà faux, mais bon, passons. L'étape d'après, c'est de dire, ok, donc imaginons que l'IP soit en Chine, eh bien on applique le mix énergétique du pays à ce mineur. D'accord. Alors, ce qui est complètement faux, puisque en fait, si le mineur, encore une fois, est en bas d'un barrage au Sichuan, ce qui était le cas de la plupart des mineurs en Chine, ils ne consomment pas 80% de charbon ou 70%, en tout cas comme le mix électrique chinois, ils consomment 100% d'hydroélectrique. Donc cette assertion qui vise à dire, vu que c'est en Chine, forcément ça consomme le mix électrique chinois, elle est fausse. De la même façon que si vous êtes sur un réseau indépendant, vous ne consommez pas les électrons du réseau en général. Alors juste pour terminer, en Chine, effectivement, il y avait un endroit qui était la Mongolie intérieure, dans lequel il y avait beaucoup de charbon, et qui avait un gouvernement local qui sponsorisait le charbon. C'est-à-dire qui finançait, qui subventionnait le charbon. Donc effectivement, si on vient... donner des subventions pour utiliser du charbon, le mineur reste dans sa logique économique, c'est-à-dire si c'est moins cher, j'y vais. Et donc effectivement, ce que ça veut dire en conclusion, c'est que la seule chose qu'on peut tenter de dire, c'est que le minage de Bitcoin, il a structurellement tendance à devenir vert parce que les sources d'énergie pas chères, c'est en général les surplus du renouvelable, voire les déchets. D'accord. Les plateformes pétrolières, il y a des déchets qu'on ne sait pas utiliser, on les rejette dans l'atmosphère, on sait s'en servir pour faire du minage de Bitcoin. Mais effectivement, ça ne veut pas dire que conjoncturellement, ici et là, pour diverses raisons, de subventions, de soutien, etc., on ne veut pas avoir 10, 15, 20, 25% qui ne sont pas fossiles. Mais ça revient au premier point, de l'utilité. Un mot, Alexandre Stachenko, justement sur le sujet de la source. Alors effectivement, une des sources citées par le Parlement européen, c'est donc un blog ou un site internet qui s'appelle Digiconomist, qui existe depuis 2015 ou 2016, j'ai plus la date exactement,
qui a été remis en cause plusieurs fois. Et alors moi, ce que je trouve assez étonnant, c'est que quand on voit le Parlement européen légiférer, on se dit, bon, bah, ils ont des informations que nous, on n'a pas. Et alors en fait, si, ils ont les mêmes que la communauté crypto, et parfois des informations qui ont été remises en cause par la communauté crypto et qui servent quand même à légiférer sur le Bitcoin. Et qu'est-ce qu'on peut en penser aujourd'hui? C'est un manque de connaissances ou une volonté d'encadrer d'une manière ou d'une autre ce Bitcoin? En fait, ça montre simplement, déjà, premièrement, que c'est un prétexte, encore une fois, c'était cet argument écologique. Pour beaucoup de gens, ils se sont découverts une passion écologique il y a 6 mois parce que c'est un biais qui permet d'attaquer Bitcoin. Et sur d'autres sujets, typiquement, il y a des gens qui passent leur journée à critiquer Bitcoin, mais qui font tous les week-ends un voyage en avion quelque part en Europe. Donc, la conscience écologique à moitié, quoi. Mais effectivement, cette source, elle est très critiquable, et pas que par la communauté crypto. Il y a plein de spécialistes d'énergie qui ont dit c'est n'importe quoi ce calcul-là et ça n'a aucun sens. C'est assez grave dans la mesure où effectivement on constate que on allait probablement restreindre la liberté financière de 500 millions de personnes, l'accès à de la propriété numérique, à des monnaies alternatives, etc., sur la base non pas d'un article académique ou même d'une source fiable, mais sur la base d'un blog. Il faut que les gens se rendent compte. C'est un blog de la part d'un employé d'une banque centrale, qui déjà est en conflit d'intérêts majeur, puisque évidemment, on n'est pas prédisposé quand on est employé d'une banque centrale, qui n'a aucune espèce d'expertise en environnement ou en énergie, c'est-à-dire qu'il n'a aucun background, il n'a jamais travaillé dans le secteur nulle part. Il est actuellement doctorant et non chercheur, mais se présente évidemment comme chercheur partout. Il donc sort un blog personnel, et ce blog personnel sert de source unique à tous les médias depuis presque 7-8 ans. Oui, parce que bon, le sujet, c'est pas de remettre en cause son initiative qui est louable, c'est juste de dire, effectivement, il y a peut-être d'autres sources qu'il faut regarder quand on est parlementaire et qu'on veut légiférer au niveau européen sur le sujet. On espère un minimum qu'effectivement les parlementaires croisent leurs sources, font leur travail de recherche et d'analyse, et il se trouve que moi, quand j'ai fait mon petit travail d'enquête et que j'ai lu ce projet de règlement, en fait, déjà on constate que les sources ne sont pas données. Donc c'est moi qui ai dû aller regarder dans les paragraphes les chiffres qui étaient mentionnés et qui ai dû comparer ces chiffres avec d'éventuelles sources, et je trouve une concordance très forte entre les sources digitales et ces chiffres-là. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est quand même assez grave de se dire qu'effectivement, on allait potentiellement faire tout ça sur la base d'un blog. Et on aurait espéré qu'effectivement, les parlementaires européens diversifient leurs sources, parce que le combat n'est entre guillemets pas fini, dans le sens où ça n'a pas été juste rejeté parce que c'était pas intelligent. Ça a été rejeté parce que ça faisait un tollé, et que donc du coup, ils se sont dit, on remet ça à la taxonomie verte, c'est-à-dire les définitions dans l'Union européenne qui permettent de dire qu'est-ce qui est green et qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors il va falloir qu'on arrête là malheureusement, mais effectivement, merci d'avoir fait un petit peu de pédagogie avec nous, Alexandre Stashchenko, sur le sujet d'impact écologique et environnemental du Bitcoin. Je rappelle que vous êtes directeur blockchain et crypto chez KPMG France, et pour ceux qui seraient encore plus intéressés sur le sujet ou qui voudraient aller chercher un petit peu plus loin, je les invite à suivre votre fil Twitter. Vous commentez de manière très régulière l'avancée des discussions en matière de réglementation sur le sujet crypto-monnaie. Merci beaucoup Alexandre Stashchenko. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.